Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Ben oui, ça ferait bon tabarnak. Salut tout le monde, ça va? Oui, ça va, toi, Julien? Oui, j'ai pas fait de blague en début d'émission parce que c'est une émission sérieuse. Oui, c'est ça, là. Fait que là, vous avez vu, j'ai mis un thème sérieux. Que je te vois rire. Oh non, il a ri. J'ai déjà ri, voilà. Il est donc bien insultant. Fait que je vais y aller rapidement parce qu'à 10h05, donc dans 4 minutes théoriquement, Jules Falardeau va nous appeler. Et à 10h30, on va appeler Félix Rose, alors réalisateur du film Les Roses, Jules Falardeau, fils de Pierre Falardeau, qui vient de lancer un livre sur la crise d'octobre. La crise d'octobre qui fête ses 50 ans ce mois-ci. Alors, on s'est dit, pourquoi pas? J'ai bien hâte de savoir c'est quoi ça, la fameuse crise d'octobre. Oui, qui c'est qui a piqué une crise, là? Hein? C'est moi, qui s'est fâché? Moi, que ça va être bien sérieux. Moi, je connais rien. Moi, j'ai aucune idée, là. Il me parle de ça depuis une couple de semaines, la crise d'octobre, Je suis pas capable de partir Parce que s'il arrête pas d'en parler, c'est moi qui vais en faire une crise. Oui, c'est ça. Puis là, ça va-tu être ça, la crise? C'est ça, la crise d'octobre, dans le fond? C'est Maxime qui est pété un câble? Je pense que c'est ça. Non, ça va être une bonne émission. Oui. Ouais, à part que je suis déjà pas capable de partir le Facebook Live. Pendant que Julien pas gosse, grave, hein? pendant que Julien gosse, oui. j'ai failli perdre un œil cette semaine, les amis. C'est pas des farces, là. Je faisais du lavage, c'est périlleux, faites attention à la maison. Il y avait un petit pot, j'avais plus de détergent dans la bouteille en plastique. Puis là, il y avait un petit pot pas identifié avec ce qui semblait être du détergent. Fait que là, j'ai voulu l'ouvrir puis le sentir, mais j'ai comme approché le pot avant de l'ouvrir. Puis en l'ouvrant, ça a donné un petit choc. Puis il y a une goutte solitaire, mais vraiment une goutte qui est revolée en plein milieu de mon œil. Mais là, instantanément, en dedans de 2 secondes, j'étais en dessous du lavabo, puis je me rinçais ça à grande eau. Puis après ça, j'étais allé comme dans le bain pour comme rincer encore plus, parce que je sais que c'est comme 15-20 minutes quand tu te mets un produit dans l'œil. Tu sais, je me rappelle de mes cours de sciences au secondaire. Puis là, quand ma copine était au dépanneur, quand elle est revenue du dépanneur, elle dit « C'est-tu le petit pot qu'il y a sur la table? » Là, je fais « Ouais. » Elle dit « C'est pas du détergent, c'est comme un produit dégraissant industriel. Tu sais, c'est 10 fois plus concentré que ce qui se vend pour la maison. Tu sais. Fait que c'est ultra dangereux. » Puis après, j'ai rincé mon œil. J'ai attendu un peu, je suis allé faire comme une petite sieste. 15 minutes après, je me suis réveillé, puis j'avais une croûte jaune sur l'œil que j'ai enlevé, tu sais, puis c'était opaque. C'est vraiment de la peau qui a sûrement comme fondu dans mon œil. Voyons. Puis là, tout le reste de la journée, tu sais, tout le reste de la journée, à chaque heure à peu près, j'allais dans le miroir, puis là, je pesais sur le coin de mon œil, puis il y avait un petit peu de cette croûte-là qui sortait. Non, c'est ça, la crise d'octobre? Fait que là, de moins en moins, finalement, le lendemain, le soir, quand je me suis couché, j'étais quand même rassuré, mais j'ai passé la journée la plus angoissante de ma vie, je pense, cette semaine. On se fait de parler, mais je suis en train de gérer. C'est un peu ça que je suis en train de faire, Julien. Mais bref, c'est ça. Ça m'a rappelé ta brûlure chimique, puis je me demandais, tu sais, entre le pénis puis les yeux, tu sais, qu'est-ce que je choisirais. Je me disais, tu sais, j'ai un autre œil. Sauf que pendant que je réalisais que quelqu'un qui a juste un œil, c'est quand même une vie qui est tough pour vrai. C'est parce qu'on n'est pas à la même plage horaire, mais on n'a pas l'image Facebook Live. Mais en tout cas, on a le son sur Choc. Fait que allez l'écouter sur choc.ca, puis qu'on le moi patient. Le plus important pour nous, c'est le son, hein. Ben c'est ça que je veux quand même. Puis en plus, c'est des invités téléphoniques. Je veux dire, c'est pas nous que vous voulez voir avec nos masques, on a l'air ridicule. Vous avez entendu la chaude voix de Mathieu Nickel, comment il va? Yes, ben comme je disais, ça va mieux. J'ai vécu les extrêmes cette semaine, mais là ça va bien. Puis
je suis content de pas avoir perdu cet œil parce que ça, comme j'allais dire, gros respect pour ceux qui ont juste un œil, comme le lutteur PCO. Ça, c'est fascinant parce que j'ai tu sais, l'idée qu'il y a pas de perspective puis que tu vois moins en 3D, là, ça rend vraiment les choses fucked up. Ben, tu peux pas aller voir Avatar. Tu peux pas aller voir Avatar. Par exemple. Et j'ai aussi avec moi Maxime Gervais. Comment tu vas? Ça va bien. Cette semaine, je vais garder un chien d'une amie. Wow. Un berger allemand. Oh, chanceux. Et hier, j'étais allé créer le premier contact. Et là, elle m'a dit, tu vas voir, tu sais, chez vous, puis tu sais, sa chienne est assez âgée. Elle a 11 ans. Je vous reviendrai là-dessus, parce que je pense qu'on a un appel. Mais retenez ça, là, un berger allemand. C'est bien important. Décidérez. Oui, allô, c'est Jules Falardeau. Salut Jules, ça va? On est déjà en ondes, je te dis. Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis très content de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai invité à l'émission, puis je me suis dit que le timing était bon. Écoute, je sais que tu voulais nous parler de la mort de Eddie Van Halen. Oui, exactement. C'est vraiment ça ma passion. La mort d'Eddie Van Halen. Pas sa carrière, mais sa mort. Non, ça te donne le ton de l'émission, là. Donc, on est avec nous, Jules Falardeau, très content. Comment ça va matin? Ah, ça va très bien, merci. Ah, ça fait plaisir. Tu viens de publier le livre La crise d'octobre, 50 ans après. Et je me suis dit, on va recommencer par la base. J'aimerais savoir que, tout simplement, tu nous expliques c'est quoi la crise d'octobre. On le sait, souvent on le sait, mais en même temps, je pense que la plus jeune génération n'est peut-être pas nécessairement au courant. C'est quoi la crise d'octobre? Ben, il devrait lire des livres pour commencer. Ah, ça, ben, il pourrait le tien, déjà. Ouais, non, mais en fait... En gros, c'est que je peux résumer, mettons, pour quelqu'un qui a, je sais pas, 15 ans. Ouais, de quoi de même? Ben ça, c'est notre public cible, ça, ouais. C'est ça, hein? Mais donc, c'est comme... en fait, c'est le Front de libération du Québec, le 5 octobre, a kidnappé l'attaché commercial britannique James Richard Cross pour espérer... en fait, ils avaient plusieurs demandes, dont la libération des prisonniers politiques, la lecture du manifeste dans les médias, etc., Et en fait, la seule concession que le gouvernement leur a accordée, c'est la lecture du manifeste, qui a été lu d'abord, je crois, le 7 octobre sur les ondes de CKC à la radio, puis le lendemain à Radio-Canada à la télévision. Oui, c'est quand même un moment historique, ça, oui. Oui, absolument. Ouais. Et par la suite, en fait, évidemment, les paliers de gouvernement ont feint la négociation pour essayer de gagner du temps. Deuxième cellule du FLQ, donc la cellule Chénier, a kidnappé le ministre du Travail, Pierre Laporte, et pour amener un peu plus de poids à leur demande. Et ce qui s'en est suivi, en fait, c'est encore là, on a feint la négociation pendant qu'on préparait un sale coup. On a le gouvernement Trudeau a promulgué la loi des mesures de guerre, donc en pleine nuit, le 16 octobre. Là, il y a eu autour, en fait, je pense que le vrai chiffre, c'est 497 arrestations, mais donc c'était ça suspendait les libertés civiles, donc ça, la police... C'était tous des criminels, ça? Pardon? Les 497 arrestations, c'était tous des criminels? Ça, en fait, ça n'a aucun rapport avec les criminels, c'est que... Ouais. On élargissait le spectre, en fait, donc tu avais des arrestations sans mandat, tu avais des perquisitions, mais le but, c'était le but, en fait, officiel au départ, c'était de mettre fin à ça parce qu'on disait que le FLQ était extrêmement structuré, qu'il y avait plus de 3000 membres armés et tout. Et en fait, mais on a arrêté des poètes, on a arrêté Gérald Godin, on a arrêté Pauline Julien. Et c'était en fait même des gens qui étaient supposément qui étaient accusés d'avoir fourni du support ou même d'avoir tenu des propos qui pouvaient soutenir le FLQ, et c'était en rétroactif aussi. Donc tu pouvais avoir été dire quelque chose des semaines avant et on pouvait t'arrêter sur ces motifs-là, et donc après ça t'étais emprisonné, t'avais pas les droits habituels de voir un avocat, etc. Ouais. Fait que tous les gauchistes, les intellectuels. C'est ça. En fait, c'est ce que l'histoire officielle dit pas à ce moment-là. C'est que c'était une façon de faire un électrochoc psychologique et et je te dirais, c'est peut-être le début d'un étouffement de la contestation au Québec et au Canada aussi. Donc, on s'est servi du prétexte de la sécurité nationale par la suite pour mettre sous écoute des associations indépendantistes, des syndicats, des associations féministes, des associations de défense du cinéma. C'est ça, on s'est servi vraiment de cette crainte-là
on a même maintenu en vie, en fait, la police de Montréal maintenu en vie un faux FLQ justement pour pouvoir continuer à, si on veut réprimer la toute contestation au Québec. Moi, j'ai une question. Salut Jules, je m'appelle Mathieu Niquette. Enchanté de te rencontrer par téléphone comme ça. Je me demandais, tout ce que tu décris là, est-ce que le but ultime, c'était par rapport à la souveraineté en tant que telle, par rapport au Québec, ou comme là, tu laisses sous-entendre que c'est peut-être plus par rapport aux revendications en général, une attaque sur les revendications en général? Moi, j'avais l'impression que c'était plus orienté vers vouloir tuer le souverainisme, mais est-ce que je fais fausse route? Ben, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mm-hmm. C'est que, du point de vue de Trudeau, c'était si on veut, de couper la tête au mouvement souverainiste, mais d'une façon plus large. On s'est dit, tant qu'à y être, on pourrait réprimer aussi, les gens qui défendent les droits des ouvriers, les gens qui défendent les droits des prisonniers politiques, au niveau de l'art, au niveau... même, ils disent, justement, je pense qu'ils se sont servis d'une loi sur l'avortement pour justement perquisitionner ou mettre sous écoute des locaux d'associations féministes, l'agence de presse libre du Québec, qui est des journalistes, en fait, on a organisé un vol en pleine nuit. Donc oui, dirigé en majorité contre le mouvement souverainiste du Québec, mais en général aussi tout ce qui était de gauche et tout ce qui était au niveau contestation de l'ordre établi aussi. Ouais. Pourquoi la crise passionne autant encore les gens 50 ans plus tard? Parce que on n'a pas tant de moments historiques polarisés à ce point-là. Tu sais, on a quelques grands moments. Et je pense que, en fait, moi, je trouve ça assez positif qu'il y ait autant de choses en ce moment pour le 50e sur la crise d'octobre, parce que justement, les plus jeunes, tu sais, qu'ils ont jamais... c'est comme un point de détail dans les programmes d'histoire. Ils savent pas grand-chose. Tu sais, s'ils partent de rien et que, par exemple, ils lisent mon livre ou ils regardent le film de Félix Rose, tu sais, je pense que c'est un bon point de départ pour plonger ensuite dans la littérature de cette époque-là. Tu sais, tu lis Vallière, tu lis André d'Allemagne, tu lis des écrits de la décolonisation à l'extérieur. Je pense que c'est un excellent point de départ en ce moment. Est-ce qu'on enseigne la crise d'octobre aux étudiants? Je ne sais pas si tu as la réponse très à ça. Peu. Moi, j'ai enseigné l'histoire pendant quelques années, puis on en parlait, mais très peu, là, parce que on avait tellement à couvrir, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est tellement un événement qui est polarisant que c'est bête, mais juste de trouver l'angle pour l'enseigner, ça devient comme un enjeu dans ta classe. Nous autres, moi puis Max, on vient de Valleyfield, qui est un endroit très ouvrier, puis très revendicateur. Puis les professeurs, les syndicats de profs là-bas sont très souverainistes. Puis je pense qu'on a peut-être été un petit peu plus exposé à ça, de façon un peu plus, comme tu dis là, c'est polarisant. Fait que tout le monde a été un peu intéressé dans ce débat-là. Fait que nous autres, on a eu entre guillemets la chance d'avoir des gens qui avaient pas peur. Moi, je me souviens d'une couple de profs d'histoire de géo même qui avaient pas peur de me parler de la crise d'octobre. Ça se faisait peut-être pas tant d'un cours que moi j'avais un intérêt supplémentaire à ça, mais il avait pas peur d'en parler, de la bonne façon, je pense. De pas se laisser avoir parce que ce que l'histoire entre guillemets a bien voulu en retenir, puis je pense que les documents, j'ai pas lu ton livre encore, Jules, mais j'ai vu le film de Félix, puis je pense que c'est deux trucs qui pourraient peut-être remettre les pendules à l'heure là, puis moi ma question à toi, c'est est-ce que c'est difficile de parler de ça sans glorifier les événements fâcheux qui ont pu avoir qui ont eu lieu pendant ce temps-là? Non, c'est pas difficile. En fait, de mon point de vue, aussi une des prémices, c'est que c'est facile de faire des espèces de reportages pseudo-objectifs, spécial 50e, de dire on va vous expliquer, voilà, on va mettre le point final, comment ça s'est passé. On va donner la parole à Marc Lalonde qui va pouvoir débiter ses mensonges, et puis finalement on dit voilà, ça s'est passé comme ça. Tu sais, le podcast d'Anne-Marie Dussault qui est franchement... Mais tu sais, comment je dirais bien ça, c'est que souvent, en fait, c'est le propos d'un de mes intervenants de mon livre, c'est qu'il dit l'aspect mémoriel de la crise d'octobre est souvent monopolisé par quelques éléments précis, dont l'un d'eux est la mort de Pierre Laporte. C'est sûr que c'est ça, l'éléphant dans la pièce, c'est la mort de Pierre Laporte, c'est là où on dirait que le party a fini, là, qu'on l'a les gens... Oui, mais c'est qu'en fait, il y a tout ce qui entoure ça,
Et les théories conspirationnistes là-dessus et aussi juste la pleurniche, ça fait qu'on perd beaucoup de temps. En fait, tu sais, je veux dire, la cellule Chénier a assumé collectivement la mort de Pierre Laporte. Bon, à partir de là, on peut regarder, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est regarder le rôle du gouvernement dans les mesures de répression qui ont suivi. Ça, c'est intéressant et ça, je trouve qu'on passe beaucoup moins de temps à se questionner puis à réfléchir là-dessus. Parce que quand on parle de la crise d'octobre, on parle tout le temps essentiellement des événements qu'on voit dans le film de ton père. Là, on parle un peu toujours de ces mêmes quelques jours-là, supposons. Quand c'est un mouvement qui est beaucoup plus vaste que ça. Ben, c'est que pour bien comprendre, il faut retourner dès la création du FLQ, même, tu sais, comment le RIN est né, autour de ça, les gens qui étaient plus pressés, qui trouvaient que ça avançait pas assez vite. Faut se plonger dans le contexte international de l'époque, Cuba, l'Algérie, les Black Panthers, le Vietnam. Ton livre traite de ça, justement, en fait. Ben oui, parce que ça s'inscrivait dans un contexte national et dans un contexte international aussi. Donc, si on commence la chronologie à partir du 5 octobre, ah ouais, ils ont kidnappé un ministre, ben, c'est un peu réducteur. Faut avoir un portrait global québécois, canadien et international pour bien comprendre. Ouais, je comprends. Ça va peut-être être surprenant, mais Trudeau ne veut pas s'excuser pour la crise d'octobre. Est-ce que selon lui, selon toi, se préoccupe de ce qui va se passer dans 5 jours. Ben, selon toi, oui. Est-ce qu'il devrait le faire? Moi, je m'attends à rien de Trudeau, probablement. Puis c'est Guy Boutillier qui disait ça quand on était en entrevue cette semaine. Il dit, tu sais, c'est les vaincus qui demandent des excuses. Moi, je m'attends pas à des excuses. J'en demande pas. Ouais. Ben, c'est pas et de toute façon, le point de vue canadien-anglais aussi, c'est qu'ils ont agi justement. Ils ont fait ce qu'il fallait pour préserver l'unité de la fédération et pour, tu sais. Le Canada anglais, selon toi, voit pas la crise d'octobre de la même manière que nous? Que nous, les Québécois? En fait, pour eux, c'est qu'il y avait des extrémistes qui voulaient briser le pays et tous les moyens sont bons pour les mettre au pas. Okay. C'est la même prémisse que quand tu prends les magouilles autour du référendum de 95. Bon, il y avait un parti politique québécois qui était au pouvoir et qui s'en allait briser le pays, donc tous les moyens sont bons, toutes les magouilles sont bonnes pour empêcher ça. Est-ce que tu penses que la souveraineté, c'est encore possible? Est-ce qu'on dirait que c'est un sujet qui est rendu, qui est pas à la mode, mettons? Je sais pas si je le formule un peu maladroitement. Penses-tu que c'est encore possible? C'est encore possible, c'est encore souhaitable. Et en fait, c'est ça, pas à la mode. Ça dépend aussi. Moi, je prends quelqu'un qui a, mettons, 20 ans aujourd'hui. Là, depuis, mettons, l'échec de 95, on lui en a jamais parlé de façon positive. T'sais. Les ténors souverainistes sont toujours cachés. Ils sortent ça quand c'est une course à la chefferie, puis après ça, ils cachent ça sous le tapis. Ouais, il n'y aura pas de référendum tant que les gens seront pas prêts. Ouais. Puis après ça, je veux dire, tu sais, il y a une pédagogie qui a été déficiente, puis au niveau culturel, au niveau médiatique aussi, on fait pas grand-chose pour honnête pour en parler. Tu sais. Mais je pense que... Pourtant, j'ai l'impression que la plupart des artistes sont de gauche et sont, pas tous, là, évidemment, mais généralement sont de gauche et sont souverainistes. Ouais, mais après ça, il y a un truc que Trudeau expliquait qui disait, tu sais, il faut que justement il faut être présent sur le terrain, que les subventions des arts, que tout ce qu'on fait, la promotion de l'unité canadienne soit parfois subtile et chez Lockup enchaînait aussi en disant, bon, mais c'est nous qui donnons l'argent, donc quand tu parles du contrôle de la pensée au Québec, c'est facile de comprendre que dépendamment des sujets, on va te donner de l'argent ou non, puis ça fait qu'il y a une conscience collective qui est à ce niveau-là politique qui est pas très encouragé à travers les arts et les médias depuis 95, mettons. Ouais, je comprends. Ben, même que le film de ton père, justement, Octobre, que le film existe... ça lui a pris 15 ans à le financer. Vous pouvez même fumer autant de cigarettes, ça vient, c'est rachant en tabarnak. Excuse-moi, moi, pour le relancer sur le point de la souveraineté, on a su hier que Paul Saint-Pierre Plamondon allait être chef du Parti québécois. Oui, c'est vrai. Guy Nantel. Et Guy Nantel aussi, les deux avaient promis de faire un référendum dans les 4 premières années d'un gouvernement péquiste. Est-ce que pour toi, c'est des choses qui sont vraiment
pas réalisable, mais est-ce que tu penses que l'intention est là pour vrai ou comme tu disais plus tôt, c'est encore on est en préélection, on est en préparation? Écoute, je prédis pas l'avenir là. Bon, please, fais-le. Ah, vas-y, Nostradamus. Écoute, je te dirais que c'est pas le pire choix, c'est pas le meilleur choix. Il y avait pas tant de meilleurs choix. Tu sais, c'est que le Parti québécois et les partis souverainistes en général sont plutôt moribonds et sont plutôt tièdes sur la question. Donc, tant qu'à moi, faut que ça revienne à la base populaire. Et tu sais, c'est ça que je voulais dire, c'est que je prends l'exemple de l'Écosse qui a tenu un référendum il y a pas si longtemps. Et quand j'étais petit, l'Écosse, là, les appuis favorables à la souveraineté, c'était comme à peu près 10%, tu sais. Ah ouais. Et une des seules personnes qui en parlait ouvertement, puis c'était Sean Connery. Ah ouais. Et quand ils sont arrivés autour du référendum, tu sais, ils ont fini avec 45% d'appui. Ils sont partis quand même de loin, tandis que nous, tu sais, on a, malgré qu'on dise, c'est plus à la mode, ça, on n'y croit plus trop, il y a quand même à peu près encore autour de 35% d'appui favorable. Donc, c'est une bonne base sur laquelle partir. Après, faut pas attendre, après des élites politiques faut pas attendre le Messie souverainiste. Tu sais, ça sera pas Saint-Pierre Plamondon, ça sera pas personne d'autre, là. Ouais, je comprends. Est-ce qu'une nouvelle crise d'octobre est possible ou souhaitable? Penses-tu que ça se peut? Est-ce que le printemps érable, c'est notre crise d'octobre, mettons? Oh, c'est intéressant comme... mais non, je dirais pas que c'est notre crise d'octobre. Là, ça n'avait pas les mêmes proportions. Mais je pense que pour une génération de jeunes... Tu sais, on était dans la rue à tous les soirs, là. Ben oui, mais non, chaque jour, la répression policière, c'était... Oui. Chaque jour, c'était aussi les réponses du gouvernement. Le gouvernement disait, on va négocier avec les leaders étudiants. Là. C'était comme... En fait, c'était très... c'était un bon moyen de s'éduquer à ce que c'est que la politique, à ce que c'est que la répression, à ce que c'est que les magouilles d'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses. Tu sais, de voir... d'aller à une manifestation de nuit qui se déroule super bien, tout est festif, les gens sont pacifiques, et finalement après tu vois un reportage le soir, ils disent ils ont renversé une poubelle et il y a eu une vitrine de cassée, les extrémistes étudiants. Là, les gens, tu sais, je pense que les jeunes ont compris un peu qu'est-ce que c'est que la manipulation. Ben, tu sais, Félix en parlait à son passage à Tout le monde en parle, justement, tu sais, je pense que les choses débordent rapidement quand on restreint le droit de manifester, puis je pense que c'est ça qui s'est passé en 2012 comme ça s'est passé en octobre 70, tu sais. Oui, il parle souvent de cette loi anti-manifestation de drapeau, tu sais, puis Paul Rose en parlait dans ces termes-là. Là. Quand les voies démocratiques sont bloquées, puis on n'a même plus le droit de manifester, ça les a plongés dans la clandestinité. Tu sais, puis je pense que c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu. Moi, je me souviens d'avoir été profondément frustré, tu sais, de me dire comment je me suis retrouvé à me faire poursuivre par des policiers à cheval du jour au lendemain, tu sais, en n'ayant pas rien fait de répréhensible, là, tu sais. J'étais allé me promener dans la rue, puis j'ai exprimé ce que je ressentais. Mais c'est que, tu sais, je veux dire, la brutalité policière a donné... a été reconnu partout dans le monde. T'sais, partout dans le monde, on a dit la police montréalaise, québécoise est assez brutale. Regardez leur méthode. Et après, ces gens-là, ils n'ont pas agi de leur propre de plein gré ou de leur propre chef. C'est qu'il y a des ordres à quelque part. Tu sais, on réprime. S'il y a une décision de tirer des balles de plastique d'en face de des petites filles de 20 ans qui se sont mis des marques rouges en dessous des yeux. Ça veut dire les policiers se sont fait donner des ordres, ou en tout cas, on les a brainwashés à étouffer cette contestation-là. Bon, absolument. Excuse-moi, Mathieu, il nous reste très peu de temps. Il nous reste 2 minutes, mon beau. Alors, écoute, Jules, on peut pas passer sous silence. T'es le fils de Pierre Falardeau. Je pense que t'aimes bien parler de l'œuvre de ton père aussi, n'est-ce pas? Je veux savoir... ouais. Pas tant que ça. Correct. C'est quoi ton film préféré de Falardeau? Je pense que c'est Le Temps des bouffons. C'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Beaucoup de points. Mais bon, c'est sûr que j'ai un attachement particulier dans Octobre parce que j'étais là, j'ai joué dedans et j'aime beaucoup ce film. Ouais. Et j'aime bien aussi un film. Trouves-tu que ça trouves-tu qu'il est juste avec les événements, mettons? Oui, absolument. Okay. Non, c'est un film exceptionnel, Octobre. Le Temps des bouffons, c'est sûr que
ce que j'aime bien, c'est le côté baveux, pamphlétaire et aussi fait avec peu de moyens. Ça, je trouve ça que c'est un film fantastique. C'est très rare dans l'histoire du cinéma québécois. Et peut-être un autre que j'aime beaucoup, c'est À force de courage, qui est moins connu, qui est un documentaire qu'il a fait avec Julien Poulain quand on est allé en Algérie. Constater qu'est-ce que c'était un pays qui s'est donné un État, puis moi j'aime beaucoup ce film-là. Il y a tout un pan de l'œuvre de ton père qu'on connaît moins, qu'ils ont réédité en DVD maintenant, là, tous les films qu'il a fait avec justement avec Julien oui, Poulain. ou ce qu'il a fait découvrir à plein de gens le PFK Kid. Oui. Oui, effectivement. D'ailleurs, on pourrait lui faire une salutation à Paul Ross, PFK Kid. Ouais. Hey, d'ailleurs, félicitations pour ton reportage sur lui que tu as fait des années plus tard. Là. C'est sorti l'année passée, ça? Ouais, ça, c'est si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est ce qui est devenu, l'histoire, la vraie histoire de ce gars-là. Écoute, j'ai été immensément touché par ça. Je trouve ça magnifique que t'aies fait ça. Et est-ce que c'est merci, mais... vas-y, réponds. Excuse-moi. Pardon? Tu peux répondre à Mathieu, excuse-moi. Je t'ai interrompu. Écoute, en fait, si un jour ça vous tente d'y parler au PFK Kid, de le recevoir, ce serait peut-être possible. Peut-être qu'il serait content. Moi, ça me ferait plaisir. C'est vraiment ça. Écoute, on pourrait manger après. On va aller au AEW. Oui, c'est sûr. Ça ferait plaisir, ça serait le fun. On en reparle de ça. Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui as trouvé le titre de Elvis Gratton 3, La revanche d'Elvis Wong? Oui, c'est vrai. Oh, wow! Parce qu'Elvis Wong, on le voit pas bien dans le film, là. Écoute, moi, en fait, c'était plus une blague qu'on déconnait, le jour. Même, je pense que c'était avant le 2. Je dis, si t'en fais un, ça devrait être la revanche d'Elvis Wong. C'est un excellent titre. Merci beaucoup, Jules Falardeau. Tu viens de lancer un livre, La crise d'octobre, 50 ans après. Tu as aussi un film, Journal de Bolivie. Ça va se trouver où, ça, si on veut le voir? Parce que là, Journal de Bolivie, tu peux le trouver sur Illico ou tu peux le trouver sur vidéo sur demande sur Vimeo. OK, on va aller voir ça. Merci beaucoup pour ta générosité, puis on s'en reparle. Merci à vous. OK, bye-bye. OK, salut. Salut. C'était Jules Falardeau. Je commence à comprendre. Jules Falardeau. Je commence à comprendre un peu plus. Là. Je suis content de mes questions sur le Gratton 3. C'est bon. On dirait que c'est pas notre émission, tellement c'est bon. C'est ça. C'est un autre ton, là, mais c'est correct. J'essaie quand même de garder ça un petit peu léger. Pendant que t'appelles Félix, je vais y aller de... Tu sais, moi, j'ai écouté... je vais l'appeler dans 3 minutes à peu près. Parfait. J'ai écouté Les Roses, là, le film de Félix. Puis tu sais, ce qui m'a marqué, c'est... À chaque fois qu'on se replonge dans le contexte de la crise d'octobre, tu sais, t'as pas le choix d'aller voir c'était quoi la société, qu'est-ce qui se passait avec les Québécois, Canadiens, Français, appelle ça comme tu veux, mais tu sais, ce passé ouvrier-là, de retourner s'y intéresser, on dirait qu'il en reste tellement plus grand-chose aujourd'hui, il nous reste des poussières, tu sais, comme souvenir de ce passé-là, puis chaque fois que tu y vas, tu fais « Ah ouais, ok, c'est ça qui se passait. » Puis l'autre truc qui me frappe, c'est... Les matraques. Ouais. Non, mais mais ça a rapport avec ça, c'est de se dire... Tu sais, on l'a connu, oui, en 2012, là, mais de se dire, se révolter, ça peut être autre chose que partager un article sur Facebook. Tu sais, je pense que règle générale, puis là, oui, je généralise, mais tu sais, le militantisme de nos jours, c'est bien gros ça, là, c'est du slacktivisme un peu. Puis sans vouloir dire que ça a aucune valeur, là, mais tu sais, puis là, quand tu vois ça, ce monde-là... Puis tu sais, c'est ça, là, oublions Pierre Laporte, là, mais ce mouvement-là d'un peuple qui veut des droits, tu sais, qui veut juste être égal aux autres. Il y a de quoi qu'on oublie très, très, très facilement, puis ça fait pas si longtemps que ça. C'est ça, c'est les deux choses, moi, qui me marquent le plus. C'est que ça fait pas longtemps, de un, puis de deux, c'est des situations qui peuvent changer rapidement, tu sais. Puis ça, comme tu dis, encore une fois, on l'a vécu un petit peu en 2012, tu sais, la situation a basculé rapidement. Je pense que Félix l'identifie souvent en entrevue en disant, justement, tu sais, c'est la fois où Jean Charest nous a dit d'aller travailler dans le Nord, tu sais, cette arrogance-là, plus la loi d'interdiction de manifester à Montréal et à Québec, tu sais. Puis c'est des affaires qui se font, c'est une décision, c'est une réaction, c'est un symbole, puis ça peut enclencher les choses super rapidement. Puis là, tu regardes ça en octobre 70, il y a ce mouvement-là qui se crée
sans les réseaux sociaux, tu sais, ils sont en Gaspésie, puis cette idée-là fait du chemin, puis ça prend de l'ampleur par soi-même. Là, à notre époque, d'autant plus, ben tu sais, c'est sûr que ça se peut, tu sais, quand tu demandes est-ce que la souveraineté ça se peut, ben ça se peut toujours parce que ça peut changer. Il peut y avoir une chose qui arrive. J'ai l'impression que la majorité des gens sont souverainistes. Ben, pas la majorité, mais beaucoup de gens de mon entourage, mettons, sont pas mal tous souverainistes. Tu sais, ça existe encore, mais il y a quelque chose, on dirait que le dialogue est, le problème, je pense, est brisé un peu. Tous les symboles, ils ont été comme réutilisés. Tu sais, en ce moment, tu vois les manifestations anti-masques, puis tout le monde a un drapeau des patriotes avec juste en dessous un drapeau de Trump. Puis là, tu fais, OK, man, là, on dirait qu'on est dans une uchronie. Là, c'est une chose, les symboles sont rendus fucked up. C'est une des choses, je pense, qui va être intéressante à demander à Félix dans quelques instants, tu sais, de demander tu sais, c'est quoi son rapport à ça, tu sais, quand tu vois des gens reprendre ces symboles-là, quand tu vois des gens reprendre ces citations, tu sais, dans un autre registre, quand Stéphane Blais se compare à Martin Luther King, là, tu sais, tu fais, asti que c'est... Tu sais, quand t'es attaché directement à ce symbole-là, ça doit être tellement frustrant de le voir dénaturé de même. Orwellien, là, tu sais, tu fais, on joue avec les symboles, là, comme si c'était des poupées, là, tu sais. Ça veut plus, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne... Bonjour, Félix Rose. Oui, lui-même. Oui, ça va? Oui, toi. Bernacchi, on est déjà en onde, je t'avertis tout de suite. Ok, parfait. J'ai de la misère à faire les appels, parce que là, on peut plus recevoir de monde, fait que là, il faut faire ça par téléphone, j'ai de la misère à faire les appels, là, mais... Alors, je me présente, Julien Bernacchi. C'est pas de ma... Non, c'est pas de la faute à vous. Je me présente, Julien Bernacchi, vous êtes à Décideret, j'ai avec moi Mathieu Niquette et Maxime Gervais. C'est vrai. Comment ça va, matin? Ça va bien, et vous? Enchanté. Ça va très bien, ben un plaisir. Félix Rose, tu as lancé le film, Les Roses, parce que tu es le fils de Paul Rose et le neveu de Jacques Rose, qui ont kidnappé le ministre Pierre Laporte, et puis qui sont un peu des figures du FLQ, très légendaires. Le film a connu un immense succès. En fait, le film est le plus gros succès de l'histoire de l'ONF, c'est vrai? Ben, en termes de documentaire, oui, effectivement. Et c'est très surprenant en temps de COVID parce que, en toute franchise, nous, on s'attendait à rien parce que quand on sortait le film, on savait pas trop combien de temps ça pouvait durer. D'habitude, un documentaire, ça dure très peu de temps en salle. Mais on est arrivé comme au bon moment, puis on a eu une belle couverture médiatique. Puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres, vu que les distributeurs gardaient leurs gros films, il y a eu vraiment un succès. Et moi, je parlais beaucoup à des propriétaires de salles. Les salles étaient pleines, puis c'était beaucoup de jeunes. Il y avait eu beaucoup de jeunes. Ça a été une grosse surprise également. Donc, ça a été un succès de salle vraiment inattendu. Oui, il a fait quelque chose comme 230 000 $. C'est immense, là. C'est 4 fois Papa est devenu un lutin. Puis tu m'apprends qu'il y avait beaucoup de jeunes, ça. En fait, c'était une de mes futures questions. Je me demandais, justement, je trouve ça phénoménal qu'il y ait beaucoup de jeunes qui allaient voir ça. Comment t'expliques ça, peut-être? Ça a été la surprise pour nous aussi, parce que c'est une histoire qui rejoint beaucoup les 55 ans et plus, parce qu'ils l'ont vécu. C'est un traumatisme octobre pour cette génération-là. Mais les jeunes sont venus, il y a des salles à Trois-Rivières ou à Montréal le soir, c'était souvent 80% de jeunes. Ah ouais, mon Dieu. Ce qui était très surprenant pour tout le monde, les propriétaires de salles en venaient pas aussi. Puis mon explication, c'est que je crois que c'est pas un documentaire didactique. Hein. C'est une histoire qu'on connaît très peu, l'histoire de la famille Rose. Puis à travers l'histoire de la famille Rose, on découvre plusieurs pans de l'histoire du Québec, mais à travers une famille. Donc, le film peut se regarder un peu comme une fiction également, parce que tu vois cette famille-là évoluer sur 50 ans. Puis je pense que dans le cas des jeunes, le bouche-à-oreille, c'est très bien fait. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu, c'est quand même pas loin là dans les esprits, la crise étudiante de 2012. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des militants, qui se sont politisés avec cette crise-là. Puis je pense que ça trouve écho dans le film aussi. Donc, en tout cas, moi, la réaction des jeunes, il y en a beaucoup qui venaient me voir après le film, parce que moi, je l'ai présenté plusieurs fois dans Blainville. Puis les jeunes me disaient, écoute, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Parce que l'oppression vécue par les Canadiens français, c'est pas comme on entend ça parler, mais c'est pas tangible. Tu le ressens pas parce que ça fait quand même 50 ans. Puis on dirait que la transmission de ça ne se fait pas vraiment. Tandis que les jeunes, ils savaient pas, donc ils comprenaient pas à quel point qu'on venait de loin, puis à quel point que le Québec a évolué en 50 ans. Ouais. Ton père dit il n'y avait pas d'histoire, il fallait relancer l'histoire. Que je crois que c'était une très belle ligne.
Il a été représenté souvent un peu dans les médias comme, mettons, d'une manière un peu caricaturale. On pourrait le formuler comme ça, peut-être. Mais là, tu découvres dans le film un homme qui est très calme, qui est très modéré, puis qui m'apparaissait même comme un poète, là. Un peu. Ben, c'est sûr que ça a changé. Oui, mais l'image de Paul Rose, il faut comprendre que mon père, ils en ont fait un emblème politique. Parce que mon père, premièrement, il y avait une forme de leadership, évidemment, mais il n'y avait pas de chef là, dans les deux réseaux, là, parce que tout était voté. C'est sûr que mon père était plus vieux, était déjà connu, parce qu'il y a eu les événements de la Maison du Pêcheur, où il avait pris position publiquement, puis ça avait fait tellement jaser, parce que, pour mettre en contexte, lui avait fait une auberge à jeunesse avec d'autres militants à Percé. Et l'idée, c'était un lieu de rencontre pour jaser politique. Il y a des artistes comme Plume La Traverse qui y allaient. Oui, on voit Plume dans le film. On voit Plume, il y a plein de caméos, Robert Charlebois. Parce que, à l'époque, ceux qui allaient à Percé, c'est surtout des touristes américains. OK, excuse-moi, t'as perdu les 10 dernières secondes. Peux-tu répéter? Oui, mais dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est que ceux qui allaient, à l'époque, allaient à Percé, c'était touristes américains. Ouais. Puis les jeunes ne pouvaient pas y aller, il fallait avoir 25 ans dans les poches. Mon père a créé une auberge de jeunesse pour se réapproprier le territoire. Il y a des jeunes qui venaient de partout au Québec, puis ils se sont fait arroser par la ville, tellement que le jour, je pense, c'est dans les jours qu'on suivi Armstrong qui marche sur la Lune, il y a une première page qui dit on a marché sur la Lune, puis dans la même première page, les événements de la Maison du Pêcheur, dont mon père était déjà une figure connue, qui fait que, justement, quand il y a eu la crise d'octobre, ils ont voulu en faire le symbole, même s'ils savaient que mon père n'était même pas là quand Pierre Laporte est décédé. C'était pas important pour eux. C'était plus connu. Ils ont décidé d'en faire le bonhomme 7 heures, puis pendant 10 ans, ils l'ont présenté comme un vulgaire terroriste, un tueur. Tandis que moi, avec le film, je voulais montrer que Paul Rose n'est pas un personnage en 2 dimensions. Ouais. Puis c'est un lien de famille profondément humaine. Puis quand je te parle d'humanité, je te parle pas de réhabiliter ou de d'en faire des héros. Moi, le but, c'était de redonner l'humanité, parce que c'est une famille, moi j'ai grandi dans une famille beaucoup d'amour, puis mon père est un personnage très doux et réfléchi, pour justement que les gens se posent des questions. Si tu t'en fais des vulgaires terroristes, là, tu te poses pas de questions, on se dit, ok, c'est des fous, mais si tu vois les personnes qui ont commis des gestes très graves, là, tu te poses des questions, puis tu te dis, mais pourquoi ils l'ont fait? Puis moi, c'était ça le but d'Octobre. C'était pas de banaliser les gestes. Il y a eu mort d'homme, c'est extrêmement grave. Je veux pas excuser ce qui s'est passé. Ben, il l'assume aussi, ce qui s'est passé. Puis il l'assume, là. Ils ont jamais voulu dire c'est pas eux. Ils ont dit, t'enlèves un homme, l'homme meurt, c'est de ta faute. Ouais, moi, c'est ça. Ce que je voulais montrer avec le film, c'est qu'est-ce qui a mené à ça. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point, si t'enlèves l'aspect de la crise d'octobre, le nombre de choses que cette famille-là a fait avancer. Je pense les femmes qui ont pu devenir jurées au cours des années qui ont suivi, ou même ce que ton père a réussi à amener comme droit aux prisonniers pendant leur sentence. Je trouve ça fabuleux. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Je trouve ça quand même incroyable. T'sais. Mais moi, je voulais montrer ça, la cohérence, parce que si mon père est pas né en crise d'octobre, puis on peut pas réduire l'homme à la crise. Il y a un avant puis un après. Puis quand tu comprends tous les combats qui ont mené avant et après, tu comprends mieux la crise d'octobre. Puis c'est vrai que oui, on parle très peu des victoires d'octobre, parce que c'est sûr que globalement c'est un échec, mais le vote des femmes, le fait que les femmes puissent être sur un c'est grâce à la crise d'octobre. Parce que Lise Balcé, qui était appelée à témoigner au procès de mon père, a dit si je suis trop niaiseuse pour être sur le banc des jurys, trop niaiseuse pour témoigner, ça a fait une tollée dans la salle. Des femmes ont été arrêtées sur le banc pendant le procès en donnant des peines vraiment comme ça. Ce qui fait que ça a tellement créé une tollée dans le Québec et même au Canada que dans les semaines qui ont suivi, ils ont été forcés à mettre des femmes sur des jurys. Donc, il y a quand même eu des histoires, puis vous avez parlé des prisons. Moi, mon père, quand il est arrivé en prison, là, c'était pas loin de la torture, là. On te foutait à poil dans le cellule. 23 heures sur 24, il fallait que tu gagnes tes pièces de vêtements. Puis 10 ans, quand il est sorti, ils ont fait des combats, ils ont fait des grèves de la faim. Puis à la fin de ça, ils pouvaient monter des pièces de théâtre, ils
pouvaient aller aux études en dedans, ils pouvaient rencontrer leurs conjoints dans des roulottes. Donc, ça a été 10 ans de militantisme pour mon père. Ah oui. Moi, salut Félix, je m'appelle Mathieu Niquette. Félicitations pour ton film, premièrement. Puis moi, c'est ça, si on vient au procès en tant que tel, ça donne l'impression dans le documentaire qu'il y a un moment où est-ce que tout le monde se rend compte que ce procès-là, c'est une parodie de procès. Au final, là, c'est un grand spectacle. Là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de mettre l'avocat principal en prison avant que le procès débute, de ne pas laisser Paul être là finalement, Jacques, c'est-à-dire être là sur place, fait qu'il y a personne autrement dit pour le représenter. On a l'impression qu'il y a un moment où est-ce que tout le monde se dit de la merde, tu sais, ça a pas d'allure, c'était pas. Fait que tu sais, c'est vraiment un grand spectacle, là, pratiquement une grande comédie là, quand ton oncle arrache la perruque du juge, justement les femmes qui disent si je suis trop niaiseuse pour être jurée, je suis trop niaiseuse pour témoigner. Est-ce qu'il y avait ce sentiment là à l'intérieur d'eux que ultimement ce procès là allait peut-être même pas être reconnu? Ah oui, il savait, dans le cas de mon père, parce que Jacques a eu son procès, il a eu la chance d'être le dernier à avoir son procès, donc la situation, Octobre était plus loin, mais mon père l'a eu pendant la crise d'octobre, il l'a eu pendant que la loi des mesures de gaz encore appliquée, puis c'est un procès martial, là. Il l'a pas eu dans le cours, là. Il l'a eu appartenait dans une prison avec des militaires, puis ce procès-là a essayé, là, je vous montre défi de chercher des traces du procès, là. Ils n'ont pas donné accès au procès parce que le procès pourrait être complètement discrédité aujourd'hui, pourrait être annulé, parce qu'il y a plein d'injustices. Probablement, mon père n'a pas pu être représenté parce qu'ils ont arrêté son avocat, Robert Lemieux. Donc, ils ont dû se représenter lui-même. Mon père, il était même pas là quand il y a eu la condamnation. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire du pays après ce moment-là. C'est pas légal, ça. C'est pas légal, mais non, c'est une cour martiale. Donc, il y a eu un procès complètement patenté, un procès politique. Donc, moi, mon père, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est donc, moi, je suis obligé de me représenter tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a créé ça en jeu de politique. Puis, il s'est servi, justement, de la lumière sur ce procès-là pour montrer toutes les contradictions de l'établissement juridique et de faire passer son message politique. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont expulsé, puis c'est pour ça qu'il y a eu son verdict. Il a attendu dans un haut-parleur de sa prison, dans sa cellule, il était complètement dans le fond. Donc, c'était une mascarade. Puis, excuse, pour poursuivre là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà voulu faire? Un peu invalider tout ce processus-là? Ou si c'est pas quelque chose qui vous importe? Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Moi, je crois que ça serait possible de le faire invalider parce que ce procès-là, tout le monde à quel point... Puis, tu sais, il y avait des preuves comme quoi Paul n'était pas là. Physiquement, la police savait qu'il n'était pas là. Donc, déjà là, c'est une erreur judiciaire. Là. Il peut pas... il est accusé de meurtre, puis techniquement, c'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'il pourrait être annulé, mais moi, ma démarche à moi, c'est vraiment de raconter cette histoire-là dans mon film, puis que le monde voit à quel point qu'il n'y a pas eu de justice. Oui, non, effectivement, je comprends ça. Puis ça apporte, c'est un autre côté méconnu. Je savais pas qu'il avait fait sa propre défense, tout ça. Dans le film aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un nombre impressionnant d'images d'archives. En fait, t'es privilégié d'avoir accès à tout ça pour faire le film quand même. Ah oui, mais ça a été une recherche de 8 ans. Puis ça, j'aurais jamais été capable de le faire par l'ONF, Colette Noumez, parce que tu sais, ça coûte cher des archives, puis la numérisation, la libération de droit, puis moi, souvent, la crise d'octobre, on voit toujours les mêmes images. Ouais, mais on voit toujours le même récit un peu, ouais. Exact. Mais moi, je voulais la raconter de façon différente. Donc, premièrement, mon père, quand il est décédé, j'ai eu accès à toutes ces archives, puis j'ai fait des découvertes en or, tu sais, les cassettes qu'il fait en prison, ou quand il se raconte à sa mère qui est mourante, on lui refuse qui a eu au revoir, puis comme dans les arbres. Comme dans les arbres, une cassette clandestine, c'est ça du matériel inédit que mon père avait gardé. Puis quand je suis allé plus loin dans ma recherche, je sais que je suis allé chez des particuliers, des gens qui avaient gardé des cinéastes amateurs, qui avaient gardé des films dans leur sous-sol, puis j'arrivais à l'ONF, puis on numérisait ça, puis on faisait des trouvailles, puis on trouvait des fois mon père, c'était où est Charlie? Parce que mon père était dans toutes les manifs. Donc moi, je fouillais toutes les archives, puis des fois, je le trouvais.
dont on a construit le récit autour des images. Puis ça, j'aurais jamais été capable de le faire sans Michel Giroux, qui est un monteur spectaculaire, qui fait des films d'archives comme La Part du Diable, La Mémoire des Anges. C'est bon, ça. Je suis arrivé avec 500 heures de matériel, puis on a construit vraiment le film ensemble, tu sais. C'est une job de montage. Le film, c'est un travail de montage comme un gros casse-tête. Ah, exactement. C'est un énorme casse-tête, là. Puis ça a pris 1 an, là. Puis moi puis Michel, on s'arrachait les cheveux parce que c'est une histoire complexe. Écoutez, on marche sur des œufs. C'est très sensible. Comment traiter le sujet, puis avec les témoignages, comment être respectueux envers les témoignages et envers l'histoire en général, parce que c'est plus qu'une histoire personnelle. Oui, c'est sûr que moi, je parle de moi, puis c'est ma quête personnelle, mais ça reste que c'est une histoire qui appartient aussi aux Québécois, dont ça a été quand même 1 an de montage et de réflexion, tu sais. Dans le film, on voit quand ton père est en prison, on voit une espèce de mouvement de solidarité envers lui avec des artistes comme, tu sais, il y a Gilles Vigneault, il y a Yvon Deschamps, on voit, je pense, Charles Bois, tu sais, il y a vraiment toute cette collectivité-là, puis je me demandais, pour ces artistes-là, c'était-tu controversé, c'était-tu mal vu, est-ce qu'ils prenaient un risque en soutenant ton père, puis tu sais, même amenons ça à la population du Québec, y avait-tu un gros mouvement de sympathie pour Paul Rose? Disons qu'on contribué à ça, puis c'est vrai que la source de ça, Paul Rose a été pendant quelques années vraiment le bonhomme 7 heures au Québec. Ouais. Mais ma grand-mère, Rose, elle a pris le devant, puis tu sais, c'était pas une figure médiatique. Ma grand-mère, c'est une mère d'un quartier ouvrier qui avait jamais fait d'études à l'UQAM en communication, mais qui avait le don pour la parole, puis elle allait dans les médias, puis les gens étaient profondément touchés par elle parce qu'elle défendait ses fils. Puis elle faisait bien, puis elle a comme suscité un courant de sympathie qui fait que des artistes ont décidé d'aller l'aider, puis qui ont donné une espèce de... qui ont contribué, puis ces artistes-là, ils se mettaient à risque, parce que personne voulait être proche de Paul Rose à ce moment-là. C'était des gens comme Yvon Deschamps, qui était l'humoriste de l'heure, qui a fondé un comité pour la libération des prisonniers politiques avec ma grand-mère. Ils vont des fois faire ça? Mon Dieu. Oui, il a fait ça. Il a pris sa notoriété. Puis tu sais, c'est l'artiste le plus connu, l'humoriste le plus connu. Puis il l'a utilisé pour défendre les gens qui étaient injustement traités en prison. Puis il est allé sa place publique. Il y a d'autres artistes comme Pauline Vignier qui l'a fait, le poète Gaston Miron, Gilles Vigneault qu'on voit dans le film. Donc, ces gens-là ont vraiment beaucoup aidé la famille Rose. Ça, je voulais le montrer dans le film. Puis le militant, je pense, le plus admiré, celui qui était toujours là, c'était Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt, c'est comme mon oncle, là. Il est dans toutes les parties de Noël. Puis lui, il a défendu la famille Rose. Il y a eu une pétition pour justement la libération des prisonniers politiques. De 75 000 noms, là. Mets-toi dans l'époque, là, on est des années fin 70, 75 000 noms, puis lui, il allait d'un bord collecter des noms. Puis, écoute, il était intense, il est fier là, de ça. Écoute, ça a été un gros travail dont les artistes ont vraiment pris position pour les prisonniers politiques. Puis, tu sais, je fais une nuance, là. Il n'était pas d'accord avec les actions du FSQ puis la mort de Pierre Laporte, absolument pas. Eux, ils dénonçaient le traitement injuste de ces gens-là en prison, qui n'étaient pas traités comme des prisonniers de droit commun, mais qui étaient vraiment traités comme des prisonniers politiques. Si Pierre Laporte n'a pas été décédé dans ces événements-là malheureux, est-ce que ça aurait changé le mouvement? C'est dur à dire, tu sais, on n'a pas de boule de cristal, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait le vent dans les voiles, parce que avant la mort de Pierre Laporte, avec la nature du communiqué, il y a eu une sympathie d'une bonne partie de la population du Québec qui n'était pas d'accord avec les enlèvements, mais qui était d'accord avec les propos du manifeste, parce qu'ils se reconnaissaient, parce que c'était la première fois qu'on mettait des mots sur l'oppression vécue par les Canadiens français dans un langage populaire. Tu avais Michel Tremblay qui avait commencé à le faire au théâtre, mais là, c'était vraiment la télévision d'État. Donc, il y avait un courant de sympathie, et c'est sûr qu'avec la mort de Pierre Laporte, ça a complètement arrêté ce courant de sympathie-là, puis les Québécois n'ont pas compris le geste, ils n'ont pas accepté, les Québécois sont contre la violence, et c'est sûr que le SLQ s'est arrêté pas mal là.
Ben, c'est ça. Au Québec, on n'aime pas ça. On est un peuple doux, mettons. Là. J'ai l'impression que le printemps érable, c'était passé à Paris, il y aurait eu 56 morts. Puis ici, je sais pas, on n'aime pas ça. Là, on dirait que c'était la fin du party là, quand Pierre Laporte est mort, mettons. Mais c'est sûr, parce que c'est quand même, on parle d'une mort d'homme, c'est grave, c'est juste pour les ministres. Puis Pierre Laporte ne méritait pas ce qui s'est passé, il ne méritait pas d'en parler, puis il ne méritait pas de mourir. C'est arrivé. Les Pelletiers ont décidé d'assumer le geste, parce que quand t'arrêtes quelqu'un, la personne meurt, c'est de ta faute. Ouais. Mais c'est sûr que même eux, l'objectif, quand t'arrêtes quelqu'un, c'est pas de le tuer. L'idée, c'est de négocier. C'est eux, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était négocier la libération de 23 prisonniers du FLQ, les 27 précédents, dont le fait que si un otage meurt pendant l'action, t'enlèves du poids de la négociation. Puis moi, il y avait l'aspect humain. Moi, j'ai la conviction profonde que les gens qui ont kidnappé Pierre Laporte n'ont jamais eu l'intention de vouloir l'exécuter. Bon, on le comprend dans le film aussi, qu'il voulait pas... Ouais, c'est ça que j'allais dire, on sent personne. Moi, je m'attendais, c'est niaiseux, là, tu sais, depuis que je suis adolescent, là, que je côtoie des souverainistes, tu sais, puis il y en a qui sont fâchés, là, il y en a qui sont intenses puis fâchés, puis, tu sais, je m'attendais à avoir au moins une personne qui est comme visiblement d'accord avec ce, tu sais, je m'attendais à avoir un peu ça, puis vivre un petit malaise de, tu sais, ok, tu peux pas être aussi down avec la mort de quelqu'un, mais finalement, tu sais, il y a personne qui se rapproche même de ça, tu sais, je pense que tout le monde, l'intention a jamais été d'assassiner les ennemis, là, tu sais, il était pas rendu là du tout, là. Non, tu sais, c'est l'intention, c'était vraiment d'aller chercher des... premièrement, là, il voulait pas faire de révolution, il n'y avait pas d'infrastructure, là. Il était une trentaine de personnes. Là. L'idée, c'est que, tu sais, il y avait de la répression à l'époque. Là. Il n'y avait plus le droit de manifester. Moi, mon père, là, il n'a pas rejoint le FLQ du jour au lendemain. C'est un militant à la base. Là. Lui, la question sociale, c'est ça qui le touchait parce qu'il a vu ses parents souffrir de l'extrême pauvreté. Là. Il a vu son père s'humilier à parler en anglais au patron. Lui, il pouvait même pas aller à la piscine parce que la piscine, il n'y en avait pas dans son quartier. Il fallait qu'il aille dans le quartier anglophone. Puis si tu parlais français, tu étais expulsé. Donc lui, il a vécu les injustices. Puis lui, il disait la question nationale, l'indépendance du Québec allait régler ça. Puis il était de toutes les manifestations, mais ça finissait toujours par le coup de matraque. Mais il disait, tant qu'on peut manifester, ça va. Mais quand ils ont enlevé ce droit-là, quand justement il n'y avait plus le droit de manifester à Montréal, c'est là qu'ils ont décidé d'aller au FLQ. Parce qu'il n'y avait plus la possibilité de prendre la parole. Donc, tu comprends que c'est pas des gestes sur des coups de tête, là, c'est des gestes réfléchis. C'est des réponses à des actions. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est une des affaires qui est marquante aussi, qui moi en tout cas, qui m'a aidé à me représenter, tu sais, cette espèce de sentiment-là ou ces trucs-là qu'on entend souvent sur le travailleur canadien-français qui se fait exploiter par le propriétaire anglais puis tout ça, tu sais, je pense que dans ton film, au début de ton film, on le voit vraiment bien, puis on le sent vraiment bien quand on raconte entre autres l'histoire d'un travailleur tellement épuisé que quand il vient pour se faire relever, son collègue se rend compte qu'il s'est fait bouffer l'oreille pendant qu'il s'est endormi sa job tellement que les heures ont pas de bon sens, tu sais. Puis qu'on était là-dedans, là, on était dans cette espèce de grosse exploitation là. Ben, ça fait Germinal un peu. Exact, tu sais, ça fait aussi, puis tu sais, de savoir aussi que l'autre truc où est-ce que la police arrêtait les gens qui avaient pas d'argent dans les poches parce que ça pouvait faire fuir les touristes américains, tu sais. Je pense que ça m'a aidé à illustrer vraiment à quel point le peuple canadien français était traité comme des citoyens de seconde zone, là. Oui, ben c'était vraiment ça. Tu sais, on était on va dire, on était la majorité au Québec en termes de population, c'était les Canadiens français, puis c'était la communauté la plus pauvre, à part, je veux dire, c'était la plus pauvre, la seule communauté qui était plus pauvre qu'eux, c'était les Premières Nations. Ouais. Mais sinon, ceux qui étaient majoritaires sur le territoire, économiquement, étaient beaucoup plus défavorisés qu'une communauté qui était minoritaire en termes de nombre, la communauté anglophone, qui avait une bonne partie des capitaux, parce qu'il y avait les usines et tout. Donc, c'était vraiment une injustice. Et souvent, les gens de la génération, mon père, souvent, on le dépeint comme un terroriste ou un révolutionnaire. Mais dans les faits, eux, ils ne voyaient pas comme ça. Eux, ils se voyaient comme des résistants. Dans leur esprit, ils avaient été occupés par les Britanniques une centaine d'années d'avant, puis ils étaient encore sous l'occupation, un peu comme les Français lorsque les nazis ont occupé la France. Eux se voyaient comme ça,
parce qu'il voyait qu'il était dans une situation défavorisée par rapport aux Anglais qui avaient envahi, qui les avaient envahis une centaine d'années plus tard. Eux, ils étaient encore dans cette perspective-là. Là, on voit ça comme ça. Là. Ça a évolué en 50 ans. Mais eux, ils les voyaient vraiment comme des résistants. Ouais, je comprends. J'ai une question. Puis je veux pas tant tomber dans le human interest, mais il y a un moment dans le film où tu décris que, tu sais, toi, dans ta tendre jeunesse, tu t'ignorais tout de ce passé-là de ton père. Puis il y a un moment où tu as appris ça, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça, de comment tu découvres ça, puis comment tu le vis, tu sais. J'ajouterais à la question de Maxime, peut-être, qu'est-ce que tu as appris en faisant le film, justement? Ouais. Ben, c'est sûr, moi, ça a été un choc, là. Tu sais, je l'ai appris, j'étais quand même jeune, j'avais 6-7 ans. Puis, tu sais, je comprenais pas. Puis moi, au début, la première effet que j'ai eu, c'est que ça se peut pas. Parce que moi, mon père, c'est un papa gâteau, là. Ça correspond pas à l'image d'un tueur. C'est ma mère qui m'a dit que c'était vrai. Puis, tu sais, elle fait d'expliquer ça à un enfant de 6-7 ans. Tu peux pas comprendre le contexte. C'est une histoire immensément compliquée. Donc, c'est sûr que moi, j'étais là. Mais pourquoi il a fait ça? J'essayais de comprendre. C'était une quête qui a duré plusieurs années. Puis, tu sais, moi, je pouvais pas en parler avec mon père. C'était trop difficile, tu sais. Il en parlait pas? Ben, lui non plus. Tu sais, mon père était dans le présent. Hein. Mon père travaillait dans un syndicat. Il était activé. Il avait même fondé un parti politique. Il écrivait comme à l'autre journal. Donc, il revenait très peu sur les événements d'octobre publiquement et également dans la vie privée. Tu sais, des fois, ils ont abordé la question, des fois avec Jacques, mais ils parlaient plus de qu'est-ce qui est des événements autour et non les événements en tant que tels. Donc moi, le réflexe que j'ai eu, ça a été, je me suis créé 2 passions par rapport à ça. La première, c'est la généalogie, puis la deuxième, c'est le cinéma. Puis on dirait que les rôles, c'est devenu le combiné des deux. Puis la généalogie, moi, ça m'a rapproché de mon père, parce que tu sais, mon père, il est embarqué dans mon projet, puis pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on en allait à la Bibliothèque de Montréal, on allait dans le cimetière. Moi, j'ai découvert d'où venait ma famille, mes origines ouvrières, toute la situation des Canadiens français qu'on a parlé plus tôt. Puis, ça nous a même amené en Irlande. Moi, je me suis rapproché beaucoup de mon père là, parce que les Roses, ça vient d'Irlande. On a fait le tour. Ouais. Puis, ça a été un voyage marquant pour moi, parce que, premièrement, mon père a été reçu par le Parlement irlandais. C'est quand même... inédit, là. Moi, je pensais pas que mon père était connu à l'international. Parce que, c'est hot. Parce qu'il faut comprendre qu'en Irlande, il y avait eu beaucoup de poseurs de bombes pour l'armée révolutionnaire irlandaise dans les années 60-70, qui sont maintenant des élus pour un parti qui s'appelle le Sinn Féin. Puis mon père avait été solidaire envers leur combat, puis il avait même fait une grève de la faim en prison, en solidarité à Bobby Seale, qui est un icône en Irlande, dont il a vraiment été accueilli comme un héros, puis ils ont même donné une carte de membre d'un club privé où il fallait que tu aies fait 1 an de prison. Et là, moi, j'ai fait ça m'a vraiment, j'ai été surpris. Puis l'autre événement qui s'est passé pendant le voyage, qui m'a fait encore mieux comprendre mon père, c'est mon père il avait juste un œil, hein, il a perdu un œil en bas âge. Puis pendant le voyage, on savait que sa vie déclinait. C'est une des raisons pour laquelle on a fait le voyage. Il est devenu aveugle. Puis là, c'est sûr que t'es en voyage. Là, t'es dans le pays où tu conduis du mauvais bord en plus. Là, moi, je paniquais, là, puis mon père, il restait dans un calme déstabilisant. Jamais il a dit, on retourne à la maison. Il n'a jamais paniqué. Il a dit, c'est pas grave, on continue le voyage, on va jusqu'au bout. Il a dit, décris-moi ce que tu vois, décris-moi les paysages. Donc, ça nous a vraiment unis. Écoute, on se promenait, il me tenait par mon sac à dos. Puis moi, sans faire de jeu de mots poche, là, ça m'a ouvert les yeux. Puis je me suis dit, OK, là. Yeah! Ouais. Faut que je fasse de quoi sur mon père, sa santé décline. Ah oui. Donc, c'est là, quand on est revenu au Québec, lui, il s'est reconstruit une santé, il a récupéré un peu de vue. Pendant 1 an, moi, j'ai monté un projet. J'ai présenté le projet, on en a discuté. Justement, il m'a dit ce que je vous ai dit plus tôt, ses motivations et tout ça. Puis 1 heure après, il y a eu un AVC, il me regardait dans les yeux, il a paralysé complètement. Tu sais, je l'ai pris par le visage. Il dit, écoute, ça va pas, là, il se passe de quoi? On est allé à l'hôpital, puis j'ai compris assez rapidement qu'il était mourant. Puis c'est là que j'ai fait la promesse. J'ai dit, tu sais, je vais aller au bout de ce projet-là, je vais aller au bout. Puis c'est pour ça que ça m'a pris 8 ans,
parce que je prenais ça très au sérieux. J'ai fait mes recherches, j'ai allé chercher une cinquantaine d'entrevues, 500 heures d'archives, parce que je voulais que ça soit vraiment un projet abouti et sérieux. Ben Félix, c'est très... Je suis obligé de t'interrompre parce qu'il nous reste 30 secondes. Je suis désolé. Oh, okay. Non, c'est correct. Écoute, mais le projet est très réussi, en fait. Ça paraît tout l'amour qu'il y a là-dedans. Je l'ai écouté hier soir, le film, puis c'est phénoménal. Je le conseille fortement. Il se trouve gratuitement sur le site de l'ONF, Les Roses. Alors, merci beaucoup, Félix Rose. As-tu des projets qui s'en viennent? Oui, Le Train du Nord avec Éric Piccoli, une fiction que j'ai co-écrite et qu'il m'a réalisée. Ça devrait s'en venir dans les prochains mois, années, si COVID le veut. Ah ben, on le souhaite. Merci beaucoup, Félix. Merci à vous. OK, bye. Merci. Voilà. Hey, désolé au public pour les questions du public. Je sais que Julien checkait pour ça. On a quand même un peu fait le tour. Ouais, ça, j'ai pas réussi à faire une seule question. Mais je voulais juste souligner que c'était pas volontaire. Julien, vraiment, j'ai été en train vraiment de checker ces questions. J'essaie de tout gérer ça en même temps. Merci beaucoup, merci Mathieu, merci Maxime, merci Félix Rose, merci Jules Falardeau. Allez voir leurs affaires, OK, bye. N'oubliez pas le berger allemand. Ah, c'est vrai, ben oui. La crise d'octobre, il n'y a rien de drôle là-dedans. Tu l'as dit, mon vieux. Elle est bonne. Merci beaucoup.